Et il est estimé qu'environ 50% des patientes qui conçoivent, qui vont demander un avis en aide médicale à la procréation ont de l'endométriose. Ce chiffre est colossal, surtout quand on dit que finalement, c'est quelque chose qui est douloureux depuis l'adolescence. Donc on a un signal depuis l'adolescence, on sait qu'il va avoir des conséquences dans presque 50% des cas d'infertilité, et qu'entre les deux, on dit, c'est pas grave, prenez un Doliprane et ça va passer. Le corps humain n'est pas fait pour avoir mal. Donc à partir du moment où vous avez une douleur, quelle que soit cette douleur, et quelle que soit son intensité, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Les douleurs de règles, ce n'est pas quelque chose de normal. La génération des patientes quarantenaires que je vois en consultation, toute leur adolescence et toute la transition de l'adolescence vers l'âge adulte s'est faite avec un Doliprane et un autre médicament, ou du paracétamol, pour atténuer les douleurs et puis roule ma poule. Pourquoi on a tous considéré que c'était normal? La question pour nous, c'est de bloquer et de freiner et de ralentir l'intensité des symptômes, puisque ralentir la maladie, on ne sait pas encore le faire. Et si vous pouviez vivre vieux en pleine forme? Bienvenue sur Healthier Humanity. Je suis Jean-Charles Samuelian-Werve, le cofondateur et CEO d'Alan. Dans ce podcast, j'interviewe des scientifiques, des médecins, des athlètes pour creuser la longévité. Abonnez-vous à ce podcast si vous voulez reprendre votre santé en main et ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux d'échanger avec le docteur Sofiane Bendifalla. Merci beaucoup d'être là, Sofiane. C'est moi qui te remercie, Jean-Charles. Tu es professeur de chirurgie gynécologique, un expert reconnu en chirurgie complexe de l'endométriose et en cancérologie de la femme. Tu es responsable du centre de recours et d'expertise franco-américain en endométriose à l'hôpital américain de Paris. Tu es également cofondateur de Gynélia Santé Femmes, un centre d'expertise dédié à l'accompagnement global et innovant des patientes, et on va en parler. Et au-delà de ces travaux scientifiques et cliniques, tu milites aussi activement pour une meilleure reconnaissance des maladies gynécologiques et pour une formation médicale qui allie recherche et pratique clinique, des sujets qui sont passionnants. À ce titre, tu as été distingué en 2023 comme premier du palmarès des médecins experts du journal Le Point, les chic, dans la catégorie chirurgie et cancérologie de la femme. Encore une fois, merci d'être avec nous. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et comment tu es venu à te spécialiser sur ces sujets-là? Écoute, ton parcours, merci beaucoup pour ton invitation. Effectivement, c'est un véritable plaisir d'être là et d'échanger. Il est assez simple, ça commence dès l'enfance. Tu sais, j'ai ma grand-mère qui était malade. Et très tôt, j'ai compris qu'en fait, elle avait une maladie qu'on ne pourrait pas soigner finalement, et je l'ai vue partir. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, trouver des solutions pour que cette situation-là ne se reproduise pas pour mes enfants et puis les autres enfants. Et donc, voilà d'où est née la vocation. Alors après, évidemment, il y a les études de médecine, il y a la première année, il y a le cursus, il y a les 20 années. Et tout ça nous amène à trouver et avoir des convictions sur les domaines où on sent qu'on a de l'impact. Et ma femme me le rappelait avant-hier, il se trouve que je suis entouré de femmes et j'ai la chance d'être entouré de femmes. J'ai 2 petites filles et merveilleuses, et donc du coup, ça me dit: «Voilà, écoute, tu dois faire un choix dans la vie», et donc la santé de la femme, la gynécologie, ça m'a paru être, un élément fondamental à modifier, à transformer et à innover, puisqu'en fait, on peut considérer qu'en 2025, jusque-là, rien n'a été fait. Oui, et c'est ça qu'on va creuser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais déjà, la gynécologie, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais on ne sait pas trop toujours ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. C'est quoi la pratique de la gynécologie? Alors, maintenant, il y a un vocable général où on essaie de mettre santé de la femme. Alors, Ouais. santé de la femme, ça regroupe ce qu'on appelle les pathologies gynécologiques et les pathologies obstétricales. Tout ce qui est en lien avec la grossesse, la maternité, et puis tout ce qui est en lien avec l'appareil gynécologique au sens large. Les ovaires, les trompes, l'utérus, et tout ce qui s'y rapporte en termes de prévention et de soins. Ça, c'est le vocable gynécologie obstétrique. Donc, en gros, tu es diplômé de gynécologie obstétrique comme tu pourrais être diplômé en orthopédie. Et autour de ça, on se rend compte de plus en plus, et ça, c'est un élément qui est hyper fondamental pour l'avenir, que l'appareil gynécologique, en fait, c'est pas un appareil qui est complètement déconnecté du reste. Il y a l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc il y a le rôle des hormones qui joue là-dedans, mais on sait bien que cet axe-là, il va dépendre d'autres hormones, la partie thyroïdienne, et on se rend compte en plus de ça que maintenant, finalement, toute la partie biologique va avoir un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'appareil gynécologique, et cet appareil-là va avoir un lien avec le microbiote, et voilà comment est-ce qu'on débricole l'ensemble pour se dire que, finalement, la gynéco, c'est dans un ensemble qui s'appelle santé de la femme, et cet ensemble santé de la femme, en fait, c'est l'ensemble. C'est la cardiologie, c'est la rhumatologie, c'est les maladies de système, et tout ça est totalement intriqué. Et comment tu fais pour penser justement en tant que système, quand tu as des études de médecine qui te spécialisent à un moment, comment après on reprend une étape pour repenser système? Sur les échecs, finalement. Tu suis ce qu'on t'a appris, tu appliques ce qu'on t'a appris pour une telle pathologie dans un contexte donné. Tu as traité la pathologie gynéco. Mais tu te rends compte que finalement, en fait, tu n'as pas réglé le problème de fond, parce que le problème de fond, en fait, il dépend d'un autre problème, qui est probablement un problème hormonal, que tu n'as pas réglé. Et donc, du coup, comme tu as fait gynéco, tu ne sais pas régler ce problème hormonal.
Donc tu fais appel à ton collègue endocrino. Et après, tu te rends compte qu'à deux, finalement, tu es quasiment plus malin que tout seul. Et voilà comment tu te rends compte que finalement, par l'échec de ce que tu as appliqué, ben, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, tu te rends compte qu'il est quasiment impossible d'espérer soigner quelqu'un à l'avenir sans tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. Et c'est là où les choses deviennent difficiles. Mmh. Ouais, est-ce que c'est de la coordination, c'est de la réflexion? C'est une Bah, approche holistique de la santé exactement, c'est la fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est plusieurs personnes réfléchissent sur une situation donnée et donnent et apportent leur expérience. Et donc là, tu te rends compte que finalement, ce qu'on faisait sur un coin de table de façon assez classique en médecine va, tu le sais bien, totalement être révolutionné à l'avenir, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur d'autres outils qui vont venir nous apporter des éléments de précision. et la révolution de l'IA va être, vraiment, extrêmement intéressante là-dessus. J'aimerais beaucoup qu'on creuse le sujet de l'endométriose. Ouais, Est-ce que tu t'es spécialisé, sur le sujet? Déjà, qu'est-ce que c'est l'endométriose? je ne sais pas te répondre à cette question. Tu te doutais bien que j'allais te dire ça, hein. Je peux te donner la définition classique. Mmh. La définition classique, c'est celle que tout le monde a acceptée. Alors peut-être qu'avant de donner les définitions, il faut se rendre compte que ce qu'on dit là en 2025 a du sens parce que les outils qui nous ont permis de les développer sont les outils de 1860 jusqu'à maintenant. Donc l'histologie, puis ensuite l'anatomie, puis ensuite les dissections, puis ensuite un peu de chirurgie et un peu de biologie un peu à gauche à droite. Et voilà comment on définit la maladie. Donc la maladie, c'est quoi? C'est avoir du tissu qui ressemble à du tissu des règles, donc du tissu qui est censé être dans l'utérus, qui va venir se déposer à d'autres endroits de l'anatomie. Donc qui est initialement dans l'utérus et qui se retrouve en dehors de l'utérus. Et donc là, la question, c'est comment est-ce que quelque chose qui est dedans se retrouve dehors? Et donc là, il y a des théories mécanistiques, et donc on va rentrer dans les détails de cette histoire-là. Mais la définition, c'est présence de tissu ectopique qui est semblable au tissu endométrial en dehors de l'utérus. La définition admise. Et ces tissus, où est-ce qu'ils vont, par exemple? Est-ce que c'est très varié ou ils vont se concentrer, à des points assez classiques? Alors là, tu me connais, hein. En tout cas, on a appris à se connaître un petit peu. Ce qui est important, c'est que cette définition-là, en fait, c'est une définition médicale, mais en fait, elle ne tient pas compte de la patiente. Donc, je vais te redonner une autre définition que je Mmh. préfère, Ouais. qui n'est pas une définition, qui est ma conviction sur les choses. C'est qu'en fait, c'est une pathologie, l'endométriose, mais tu peux extrapoler à toutes les pathologies de la femme, à quelque chose près, hein, qui est mon domaine. C'est une pathologie qui va empêcher une femme de devenir ce qu'elle aurait dû être. Puisque très tôt, dès l'adolescence, elle va avoir mal, elle n'ira plus à l'école ou pas à l'école, elle aura des conséquences sur sa vie perso, sociale, puis à un moment des conséquences sur sa vie génitale, sexuelle, puis à un moment des conséquences sur sa vie en termes de conception, de fertilité. Et ça empêche une personne de se révéler à elle. Et donc, du coup, c'est ça la véritable question. C'est comment est-ce qu'on fait? On part d'une maladie avec une définition classique. Et comment est-ce qu'on fait que cette définition-là n'impacte pas la vie des gens? Alors après, pour revenir à ta question, ce que je constate au quotidien, c'est que tu as plein de façons d'aborder cette maladie et on peut l'aborder, du versant des malades, du versant des praticiens et j'ai envie de te dire que les conséquences ce qui est le plus important fondamentalement pour moi, c'est les conséquences. C'est comment est-ce qu'on réduit l'impact sur les patientes. On va creuser tout ça, est-ce que c'est passionnant? Tu as dit que ça commence à l'adolescence. C'est ça le moment de déclenchement? C'est avec les premières règles, juste pour comprendre, à quel moment on parle d'endométriose? Oui, Mmh. en tout cas, c'est le moment où on considère qu'elle est, bruyante. C'est-à-dire que c'est le moment où on se dit: «Il y a les premiers cycles» et donc du coup, ces premiers cycles sont douloureux. Il se trouve qu'il y a plein d'hypothèses, de théories et donc du coup, il y a des théories phylogéniques, il y a des théories mécanistiques. Phylogénique, ça veut dire? Phylogénique voulant dire que tu sais que l'espèce humaine et notamment dans la reproduction, c'est 3 choses. C'est globalement un endomètre, donc une muqueuse de l'utérus très épaissie, ça s'appelle la placentation. Mmh. Puis après, cet, endomètre va tous les mois devoir se décidualiser, c'est-à-dire qu'il va devoir être préparé pour le cycle d'après, qui est grossesse ou qui n'est pas grossesse. Et ça avec des mécanismes d'inflammation et d'autres qui sont censés réguler les choses. C'est rare, hein, chez les mammifères. Ce qui est rare chez les mammifères, c'est que tu aies une fréquence aussi intense chez un même, individu et donc du coup, tu te retrouves tous les mois à devoir recommencer ça et on se rend compte que pour l'endométriose, en réalité, ce qui était normal, phylogénique, ce qui fait partie de l'évolution naturelle des choses, Ouais. peut être altéré à un moment et en devenir une pathologie et c'est pour ça qu'on a des théories qui disent que des troubles de la placentation, donc de l'implantation du tissu, bah, se font et donc du coup, on retrouve du tissu endométrial sur les ovaires, sur les trompes, dans l'utérus lui-même, infiltré à l'intérieur et on peut en retrouver sur les autres organes au fur et à mesure qu'il y a ce qu'on appelle une dispersion de ces lésions. Et la douleur, elle vient du fait que juste pour comprendre, je ne sais pas si on sait d'ailleurs,
comment la douleur vient? Parce que c'est le reste du corps qui va attaquer ces tissus qui se posent? C'est juste le tissu au même endroit qui fait du frottement? Juste pour comprendre ce qui se passe dans le corps. Il y a 10 réponses à ta Ouais. question. Il y a d'abord ce qu'on dit globalement, et ça, c'est quelque chose qui est relativement bien retrouvé au quotidien en consultation, c'est que d'abord, il n'y a pas de parallélisme entre la quantité de maladie, quantité au sens du gramme, hein, Mmh. et les symptômes que tu peux éprouver. Il y a des patientes qui ont 1 millimètre de maladie et qui ont un véritable handicap au quotidien. Et inversement, tu as des patientes qui ont des organes détruits, Mmh. l'intestin, le rein, et qui ne ressentent strictement rien et que tu retrouves finalement en situation problématique. Mmh. Et une fois que tu as dit ça, dans ça, tu as un spectre où globalement, selon les localisations, mais plus selon les mécanismes qui régissent ces localisations, tu vas exprimer ou non des douleurs. Or, la douleur, ta douleur et ma douleur sur une tape sur la main n'est pas la même. Donc la perception est différente. Et cette maladie-là, en fait, en infiltrant les tissus, elle va créer ce qu'on appelle de la neurogénèse. Elle va elle-même s'autonomiser comme un véritable cancer sans être un cancer. Et en s'autonomisant, elle va infiltrer les tissus et créer de nouvelles pistes nerveuses. Et ces pistes nerveuses sont totalement dérégulées. Elles sortent du cadre logique de la réflexion nerveuse qui est la tienne, c'est-à-dire du cerveau jusqu'à la moelle. Et donc là, on commence à rentrer dans des douleurs aberrantes qui résistent à tout. OK. Donc c'est vraiment ces nouvelles pistes, nerveuses qui sont C'est une des pistes. Après, tu as évidemment des douleurs qui sont liées purement à l'adhérence des organes et donc des problèmes de nature adhérentielle. Mmh. Tu as des douleurs qui sont des douleurs projetées qu'on appelle musculo-squelettiques. Bon nombre de patientes expriment ce qu'on appelle des sciatiques cataméniales, donc des douleurs de la jambe pendant les règles. Mmh. C'est pas l'endométriose qui va toucher le nerf sciatique. Exceptionnellement, ça arrive, mais c'est pas ça. C'est que tu as tellement mal au ventre que tes muscles abdominaux, tes muscles dorsaux vont venir se contracter et en se contractant vont devenir douloureux. Ça s'appelle les syndromes myofasciaux. Donc tu vois que quand tu es dans une situation de prise en charge de l'endométriose, tu as 25 hypothèses possibles pour expliquer la douleur et tu dois, à titre individuel, à chaque fois essayer de déterminer celle qui est la plus logique au moment où tu vois la patiente et essayer de travailler dessus. Et de ton habitude, les patientes à quel moment de la vie les patientes réalisent qu'il faut venir voir un professionnel et à quel niveau de symptômes? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que patiente pour détecter qu'on a des symptômes d'endométriose et qu'il faut consulter? Alors pour moi, le premier message, et peut-être Mmh. que ça sera peut-être le seul de ce podcast, c'est que le corps humain n'est pas fait pour avoir mal. Donc à partir du moment où vous avez une douleur, quelle que soit cette douleur et quelle que soit son intensité, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. OK? Soit on est capable, soit on ne l'est pas, mais il faut comprendre. Donc les douleurs de règles, ce n'est pas quelque chose de normal. OK? Donc pour répondre à ta question, la génération des patientes quarantenaires que je vois en consultation, toute leur adolescence et toute la transition de l'adolescence vers l'âge adulte s'est faite avec un Doliprane et un autre médicament, ou du paracétamol, pour atténuer les douleurs et puis roule ma poule. Ouais. OK? C'était normal d'avoir des douleurs de règles. C'est considéré comme normal sur la grande majeure partie de la planète. Mmh. Et donc du coup, ça nous renvoie à une compréhension fine de pourquoi on a tous considéré que c'était normal. Mmh. Ensuite, il se trouve que logiquement, dès les premiers symptômes, tu dois pouvoir consulter. Et dès les premiers symptômes, il faut agir. Pourquoi? Parce que tu comprends bien que cycle après cycle, mois après mois, Mmh. année après année, tu as une forme de chronicisation de la Pas douleur. plus de tissu qui vient se mettre, qui vient s'accumuler, de la multiplication. Ouais. Oui, Mmh. et même non. Ouais. Le problème, c'est que, ce que je te disais au départ, Ouais. c'est que tu peux ne pas avoir d'accumulation de tissu, Ouais. mais avoir l'accumulation des symptômes. Des symptômes, bien sûr, Et l'accumulation des symptômes est parfois plus délétère que l'accumulation du tissu. Mmh. Donc la question pour nous, c'est de bloquer et de freiner et de ralentir l'intensité des symptômes. Mmh. Puisque ralentir la maladie, on ne sait pas encore le faire. Oui, et c'est tout ça. C'est c'est une maladie qui touche environ combien de femmes, tu penses, selon les dernières statistiques? Les estimations statistiques, c'est 200 millions de femmes dans le monde, mais c'est probablement largement plus que ça. OK. OK? Pourquoi? Parce que du coup, on ne sait pas la diagnostiquer avec précision. Et donc du coup, on ne la diagnostique que chez les patientes qui vont consulter avec des problématiques. Et cet échantillon nous amène à 10% des femmes en âge de procréer globalement. C'est le chiffre qui est globalement retenu. J'estime, en tout cas c'est quelque chose qui reste très empirique, que c'est probablement bien plus si l'on tient compte de ce qu'on appelle des douleurs de règles. Non pas des douleurs de règles invalidantes qui t'empêchent de devenir ce que tu es. Tu vois? Ça dépend où tu mets ton curseur. Donc considérons 200 millions pour être tout à fait correct par rapport à la littérature, mais probablement beaucoup plus. Beaucoup plus, mais ouais. Et donc en France, ce serait une femme sur 10 au minimum, Minimum. au minimum. Ouais, mais c'est pas plausible en réalité. Mmh. Parce que quand tu vois le nombre de conséquences que ça a sur toutes les dimensions de la vie, et notamment sur le fait que cette maladie-là est intriquée avec plein d'autres aspects de la vie des gens, des problèmes hormonaux, des problèmes de fertilité, des problèmes auto-immuns. On voit bien que cette maladie-là est
probablement gynécologique, mais peut-être un petit peu plus que gynécologique, systémique, parce que les mécanismes qui la sous-tendent sont probablement beaucoup plus larges que simplement j'ai mon appareil génital avec des lésions dessus. Et donc tu vois que finalement ça ne peut pas être simplement 10% des femmes. C'est très intéressant et tu parlais justement des conséquences de ces symptômes et c'est ça qu'on essaie de combattre. Est-ce que tu en as déjà mentionné quelques-unes? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences, de ces symptômes et de l'endométriose dont on doit être au courant ou Ouais, ouais. c'est important d'avoir à l'esprit que le symptôme phare, celui qui doit nous alerter, c'est les règles douloureuses. Donc Mmh. je répète, il n'y a pas de règles douloureuses, il faut toujours explorer. Ensuite, selon la localisation des lésions, selon les mécanismes qui sont, intriqués, notamment comme l'inflammation, tu peux avoir des signes urinaires avec, le besoin d'aller faire pipi souvent, la possibilité d'avoir des difficultés en urinant, des brûlures en urinant. Tu peux avoir les mêmes symptômes au niveau intestinal avec des diarrhées, des constipations, des ballonnements. Tu vois que ça commence à faire, pas mal. Et puis après, il y a tout un cortège de symptômes associés comme la fatigue. Les patients me disent bien: «Je suis fatigué, je suis de plus en plus fatigué» et il y a les troubles musculo-squelettiques avec les douleurs au niveau du bassin, les hanches, les jambes. Une fois qu'on a dit ça, voilà un gros pan des symptômes et puis après, il y en a un dernier qui est toute la partie impact sur la vie sexuelle et impact tout ce qui est, conception, reproduction et au-delà. Et ça, ces impacts-là, est-ce que tu peux nous les décrire? Quand on a une endométriose, quel est l'impact sur, la reproduction et sur la vie sexuelle? Alors, ce qu'on dit, c'est que l'endométriose, du fait de la localisation de la maladie juste derrière l'utérus, Mmh. entre l'utérus et le vagin, va entraîner ce qu'on appelle des dyspareunies, des douleurs lors des rapports sexuels. Et ces douleurs, bah, tu peux l'imaginer, vont être parfois si impactantes que tu peux être amené à ne plus avoir de possibilité d'avoir des rapports sexuels, voire même avoir peur du rapport Mmh. sexuel et être en aparonie avec un A privatif, ce qui Mmh. veut donc dire que tu ne peux pas. Ouais. Impossibilité. Donc quand tu ne peux pas, la conception est compliquée. J'ai un couple qui n'arrive pas à avoir de rapport puisque la patiente est très douloureuse et donc ils ne peuvent pas concevoir et il faut trouver des alternatives à cette situation. Et puis après, tu comprends bien que autour de ça vont arriver d'autres natures de symptômes qui sont plus de la nature de l'estime de soi. On comprend bien que c'est pas narcissique, mais c'est même au-delà de ça. C'est que quand tu es dans une situation de conception dans ton couple et que tu ne peux pas avoir de rapport, ton estime, la valeur de ton corps, elle est nettement diminuée et la confiance que tu as en lui est nettement diminuée. Et donc tu vois bien que, la santé mentale va pas être très, très loin de cette problématique-là. Mmh. Et c'est là où la difficulté que l'on a au quotidien, c'est d'avoir à prendre en charge une patiente à un moment T, avec différentes problématiques plus ou moins intenses les unes aux autres et de trouver des solutions à chacune d'entre elles dans un laps de temps qui est parfois court. OK, cool, ouais. C'est très clair. Hem, et on va creuser ça, beaucoup, mais je voulais, encore une fois, c'est pas dans la définition, on en avait parlé là, dans notre préparation, c'est quelle est l'origine anthropologique de l'endométriose? Je trouvais ça passionnant à savoir et c'était vraiment quelque chose de Oui. surprenant. Alors, il y a un très beau papier qui a été Mmh. fait par une équipe, australienne et j'invite vraiment tout le monde à le lire. Alors ça reste des hypothèses et comme pour toute hypothèse, elle peut parfois troubler, certains et bousculer un peu les lignes. Il y a c'est ce qu'on disait au départ, il y a une dimension phylogénique. Phylogénique, c'est de se dire: voilà comment l'espèce humaine s'est, développée, voilà les mécanismes à l'origine de la reproduction et comment les choses se font. Et on se rend compte que l'endométriose va altérer la placentation, c'est-à-dire l'épaisseur de la muqueuse, va altérer la décidualisation, c'est-à-dire comment la muqueuse va être extériorisée et tout ça est sous-tendu par des mécanismes inflammatoires. Bah, ça tombe bien, c'est l'endométriose. Mmh. Alors, quand tout fonctionne, il n'y a pas d'endométriose et parfois il y a des altérations qui ont. C'est une des pistes. Donc en gros, on pourrait se dire que l'évolution naturelle, parfois, dans certaines situations, et on l'a dit au départ, hein, c'est pas 2 patientes dans l'année, hein, Mmh. c'est des millions de femmes, peut être altérée sur certains aspects et entraîner cette maladie qui concerne aussi autant de patientes. Le deuxième aspect, c'est le côté hormonal, c'est-à-dire qu'il y a probablement dans l'endométriose quelque chose qui n'arrive pas qu'à l'adolescence, qui est avant l'adolescence, qui est dès la partie conceptionnelle. Mmh. C'est-à-dire dès le moment où tu es dans la vie embryonnaire, tu as des petites cellules et là, il y a des hypothèses qui disent que l'excès de testostérone ou le déficit en testostérone peut entraîner soit une propension à avoir du SOPK, soit une propension à avoir de l'endométriose, SOPK, c'est quoi, pardon? le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc pour répondre à ta question, tu as là 2 maladies, ce qu'on Mmh. appelle le syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose, qui se construisent en miroir et qui sont les opposés les unes des autres, mais qui finalement, quand tu regardes sur l'origine même des pathologies, se ressemblent beaucoup. Et le fait d'avoir un déficit en testostérone peut altérer l'axe hypothalamo-hypophysaire et te retrouver dans un certain nombre de problèmes hormonaux Mmh. qui vont finalement commencer à exister au moment de l'adolescence. Et c'est là où tu te dis, ben finalement, pourquoi
l'évolution a sélectionné tel ou tel profil de pathologie selon les contextes pour faire en sorte que. Et à ça, tu te dis, mais ok, l'évolution est intervenue. Pourquoi pas? La biologie, on n'en a pas encore parlé, mais on pourrait en parler. Mais alors, qu'est-ce qui expliquerait que sur l'ensemble des continents, pas 1 gramme de continent est indemne d'endométriose? Et donc là, tu rentres dans d'autres hypothèses, je pense que tu as dû en entendre parler, qui sont très associées à l'environnement, l'impact de l'environnement, le rôle de l'environnement et surtout l'alimentation en elle-même. Tu as des très beaux travaux faits par des équipes japonaises qui montrent que dans l'intestin, dans le microbiote des patientes endométriosiques, tu as une petite bactérie qu'on appelle le Fusobacterium. Et un petit peu plus, voire nettement plus, voire significativement plus que les patientes qui n'ont pas d'endométriose. Donc finalement, quelle est la pathologie, quelle est la cause qui fait que tu en as sur tous les pays et tous les continents du monde? Tu as soit la reproduction, tu as des problèmes de reproduction, maladie sexuellement transmissible, c'est une hypothèse, voilà. Soit l'alimentation, soit l'environnement. Et donc, du coup, tu reviens à l'origine. Et il se trouve que finalement, de plus en plus, on a des indices pour penser que c'est un peu des trois. Hyper intéressant. Et le premier cas d'endométriose qu'on ait vu, historique. compris, historique, Écoutez, les premiers cas, alors il y a un très beau papier également là-dessus, j'invite vraiment tout le monde à le lire, c'est un papier qui a été écrit par les frères Nezat, qui est dans une revue, une bonne revue qui s'appelle Fertile Stérile. Donc vous tapez History of Endometriosis et vous tombez dessus. Et ce papier-là relate un petit peu dans l'histoire toutes les fois où il y a une description de ce qui pourrait ressembler à l'endo. Alors l'endo dans l'histoire, c'est parfois associé à l'hystérie. Je pense que tu as dû en entendre parler. Hystérie, utérus, tu as une petite dimension sémantique qui est voilà, c'est comme ça. Et les premières descriptions dateraient de l'Égypte antique, donc de plus de moins de 2600 avant Jésus-Christ. Où dès là, on voit qu'il y a une pathologie qui est à l'origine d'un certain nombre de symptômes et on voit des descriptions de femmes qui sont douloureuses de façon cyclique. Cyclique, donc. Voilà. Et puis après, tu as au Moyen-Âge d'autres façons de le traiter, cette douleur cyclique, tu vois. Et puis après, de façon plus contemporaine, on a même mis des patientes douloureuses chroniques en asile. C'est fou. C'est fou. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu considères qu'il y a plus de personnes affectées que dans le passé ou c'est juste qu'on détecte plus de personnes? C'est très difficile de répondre. C'est impossible de répondre. Mais j'ai envie de te dire que j'ai commencé à faire et à suivre des patientes avec de l'endométriose depuis maintenant presque une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Et dans ma compréhension des choses, je vois exactement le même nombre de patientes par an. Tu vois. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, mais c'est toi, tu ne vas pas avoir plus. Mais je n'ai pas l'impression qu'on en ait plus. Évidemment qu'on est beaucoup plus sensible, et tant mieux. J'ai envie de dire qu'on est même à la préhistoire de la véritable sensibilité de la maladie. Mais disons que voilà. Et si une patiente arrive et commence à t'exprimer certains symptômes, et c'est la première fois que tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la discussion? Qu'est-ce que tu explores? Est-ce qu'on peut tester des choses? Raconte-nous un peu ce qui se passe quand on arrive avec un soupçon d'endométriose. Écoute, c'est comme quand tu vas chez ton comptable. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ma première question, c'est qu'évidemment que j'ai une écoute très attentive sur l'ensemble des symptômes. J'essaie de comprendre un petit peu comment cette patiente vit, quel est son métier, quelle est sa vie de couple, quelles sont ses attentes professionnelles, quelles sont ses attentes personnelles et qu'est-ce qui a été fait jusque-là. Donc déjà là, tu as un panorama très général du passé, du présent et de la projection. Et puis après, qu'est-ce que la patiente attend de toi? Est-ce qu'elle attend de toi que tu règles un problème de douleur, un problème de diagnostic, un problème de prévention de fertilité, un problème de fertilité? Et c'est là où c'est parfois difficile parce que certaines patientes souffrent. Et tu l'as dit au départ, quand tu souffres au quotidien depuis de très nombreuses années que tu n'as pas de réponse, en fait, tu as du mal à te projeter, tu as du mal à déjà établir ton avenir. Et donc, du coup, en fait, c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Très intéressant. Et pour rebondir rapidement là-dessus, sur la fertilité, tu mentionnais le fait qu'à cause des douleurs, certaines personnes ne peuvent pas avoir de rapport. Est-ce que c'est la seule raison de fertilité ou est-ce qu'il y a d'autres corrélations juste parce que la maladie en elle-même réduit la fertilité? La maladie en elle-même réduit les chances de conception. Parce que c'est ce qu'on disait au départ, c'est qu'à partir du moment où tu as une maladie qui va venir s'implanter dans des tissus, qui va venir s'accoler à eux, qui va créer des adhérences, qui va créer des destructions d'organes, notamment au niveau des trompes, au niveau des ovaires, de l'utérus, tu as clairement un impact sur la question des chances de conception. Alors tu vas avoir un impact sur comment l'embryon va s'implanter dans l'utérus, comment l'embryon va cheminer du moment où il y a conception jusqu'à l'utérus, donc risque de grossesse extra-utérine. Tu vas avoir un impact sur la qualité ovocytaire, puisque les ovaires vont être le siège d'endométriose, et les ovocytes détruits, la réserve ovarienne altérée, et donc tu te retrouves à 25 ans avec la réserve ovarienne d'une jeune femme de 45 ans.
Et donc, tu vois, c'est des sujets de prévention, voire même de santé publique. Comme tu le sais, on parle de réarmement pour la conception dans notre pays. Bah, la première chose à faire, c'est essayer d'avoir une réflexion sur ce sujet. Comment est-ce qu'on prévient par les maladies, à cause des maladies, tous les impacts que ça peut avoir sur les ovaires. Et tout ça va venir altérer ce qu'on appelle le petit bassin. Et le petit bassin, en fait, c'est une situation qui est très simple. C'est là où se fait la conception. L'ovocyte, il est censé être ovulé une fois par mois, Ouais. 14e jour. Le spermatozoïde chemine jusque dans la trompe. Le rencard se fait dans l'ampoule de la trompe. La trompe est censée attraper l'ovocyte et créer l'embryon. La trompe est pathologique, elle capte rien. Tout est inflammatoire, l'ovocyte, bah, finalement, il tombe dans un magma inflammatoire, il n'y a pas d'ovocyte. Et tu te rends compte que finalement, tout ça va avoir des conséquences sur la conception. Alors, il y a un truc qu'il faut rappeler pour que vraiment rassurer tout le monde aussi, c'est que la grande majorité des patientes qui ont l'endométriose conçoivent normalement. Et elles n'ont besoin d'aide de personne. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. On parle de la proportion de patientes qui ont besoin d'aide. Et il est estimé qu'environ 50% des patientes qui conçoivent, qui vont demander un avis en aide médicale à la procréation, ont de l'endométriose. Ce Ok. chiffre est colossal. Ouais, c'est énorme. Surtout quand on dit que finalement, c'est quelque chose qui est douloureux depuis l'adolescence. Donc on a un signal depuis l'adolescence, on sait qu'il va avoir des conséquences dans presque 50% des cas d'infertilité, et qu'entre les deux, on dit, bon, bah, c'est pas grave, prenez un Doliprane et ça va passer. Ouais. Il y a, il y a quelque chose qui est bloqué dans le système. Exactement. Et aujourd'hui, tu disais qu'on peut traiter les symptômes, on ne peut pas encore espérer d'en guérir complètement de l'endométriose. Moi, je suis d'un Exactement. naturel très optimiste. Il faut. Ouais, il faut. Et puis de toute façon, c'est logique. Ce qu'il faut se dire d'abord, c'est qu'on est en 2025. Donc en 2025, on n'a pas les mêmes outils technologiques que l'on avait quand la maladie a commencé à être décrite, c'est-à-dire en 1860, les premières descriptions médicales telles qu'on peut les considérer. Et à l'époque, ils avaient quoi? Eh ben, ils avaient des dissections, bon, et ils avaient un peu de microscope, bon, et puis ils avaient leurs yeux, bon. Voilà comment la maladie, on l'a décryptée. Alors tu te doutes bien que si à ces mêmes chercheurs de l'époque, on leur avait donné de la biologie moléculaire ou toute autre nouvelle technologie, on n'aurait pas eu la même perception des choses maintenant. Et donc là, on a une forme de révolution puisqu'on a des nouveaux outils qu'il va falloir appliquer à tous ces champs de pathologie et puis redéfinir un peu les choses, tout simplement. Donc il y a une révolution qui va se faire. Dans la compréhension de la maladie telle qu'on l'entend actuellement, on comprend bien, et puis la crise Covid nous l'a montré, que comprendre les mécanismes qui sous-tendent la maladie, les mécanismes physiopathologiques, notamment à travers ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est un des aspects qu'on n'a pas encore évoqué jusque-là. On l'a peut-être pas dit, mais il faut peut-être le rappeler. Certains considèrent que l'endométriose pourrait être génétique. C'est une toute petite portion des cas. Ok. Quand tu prends tous les gènes, tu fais le séquençage étendu, tu regardes par portion, par Loki, tu trouves 42 petites portions qui expliquent 8% des cas d'endométriose. Ouais. Donc en gros, ok, une minorité. La majorité est probablement épigénétique. Donc ça nous renvoie, tu sais, aux théories du départ où je te disais l'inflammation, l'environnement. L'épigénétique, c'est les ARN. Et les ARN, tu as des centaines de formes d'ARN. Et donc on comprend bien qu'à partir du moment où on est capable d'avoir une compréhension des mécanismes qui sous-tendent la maladie, à travers ces ARN, on pourrait faire l'hypothèse que quelqu'un un jour développera un traitement anti-ARN pour bloquer le processus d'expansion de la maladie. Et donc là, tu vois, mon naturel optimisme me dit qu'actuellement, on n'a pas de traitement, mais j'ai bon espoir que les choses évoluent. Vu les avancées en tout cas sur la synthèse de l'ARN et... Exactement, exactement, parce que en fait, des nouveaux outils technologiques t'ouvrent de nouvelles perspectives d'analyse de la maladie. Et cette maladie est tellement complexe, on l'a dit au départ, qu'on ne peut pas imaginer simplement considérer que le traitement hormonal puisse être l'unique solution. Jusque-là, ça a été notre unique solution pour atténuer les symptômes, pas pour freiner la maladie. Maintenant, la compréhension, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter que quelque chose qui est millimétrique devienne multicentimétrique. Et c'est là où on a une réflexion comme ce qui se passe en cancérologie. Tu le sais, en cancérologie, qui a toujours au moins une trentaine d'années d'avance en termes de recherche, c'est des travaux qui ont été faits sur l'immunologie, sur la partie, les nouvelles thérapeutiques ciblées, qui sont capables de comprendre comment évolue la cellule tumorale dans son environnement et d'être capable d'aller la bloquer de façon précise. On a des cas dans certains cancers. Et donc l'endométriose est globalement dans la même logique. C'est une question de temps qui nous sépare d'avoir une réflexion identique et une application identique à cette pathologie. Et donc tu parlais de traitement hormonal. Je veux bien que tu nous racontes un peu comment on réduit significativement les douleurs. Enfin, quelle est ton approche? J'imagine qu'elle est holistique, mais quelle est la partie de traitement hormonal? Quelles sont les autres pistes? Quand est-ce qu'on doit arriver à la chirurgie? Alors moi, j'ai une approche qui reste dans le cadre qu'on connaît, c'est-à-dire celui des recommandations françaises et des recommandations européennes, et puis après tu prends les recommandations mondiales. Globalement, elles se ressemblent à peu près toutes. À peu près tout, ça veut dire que
Tu as une patiente qui est douloureuse. L'objectif, c'est c'est de bloquer les règles. C'est le premier réflexe que l'on a. Alors, tu as certaines patientes qui souhaitent bloquer leurs règles. Tu en as d'autres, elles ne le souhaitent pas. Donc là, il y a tout un travail de pédagogie qui consiste à expliquer que la fréquence des règles serait susceptible d'augmenter la fréquence d'évolution de la maladie. J'utilise le conditionnel, hein. Voilà. Et du coup, en bloquant la fréquence de ces cycles, on bloque l'évolution et donc les douleurs et on améliore la qualité de vie. Certaines patientes répondent à ça. C'est-à-dire que ça peut fonctionner. Et tu en as d'autres qui ne répondent pas. Or, la portion qui ne répond pas est plus importante que la part qui répond. Donc, tu as tout un ensemble de patientes qui vont avoir des symptômes qui vont continuer à perdurer, voire même être de plus en plus intenses malgré le traitement. Et la contrepartie de ça, c'est que tu vas avoir les fameux effets secondaires. Et dans ce cas-là, tu te retrouves dans une situation qui est bien complexe, qui est celle d'avoir des effets secondaires, une efficacité qui peut être sur une échelle de 0 à 10, à 2 ou à 3 ou à 4, et donc un arbitrage quotidien sur est-ce que vraiment je vais mieux avec ce traitement ou pas. Et donc ces échecs-là nous font dire que finalement, le traitement hormonal ne peut pas être l'unique solution. Donc là, on commence à creuser sur quelles sont les causes de la douleur. Est-ce que j'ai un syndrome myofacial? Est-ce que j'ai des troubles intestinaux qui peuvent être traités éventuellement par un régime? Et là, on commence à rentrer dans un cadre un petit peu plus holistique qui ne fait pas vraiment partie de la tradition classique de soins de pathologie gynécologique. Les choses se développent, mais tu prends par exemple les dernières recommandations européennes 2022, toute la partie soins de support n'existe pas dans les recommandations. Alors certains te diront, mais évidemment que ça n'existe pas. Il n'y a pas de preuve scientifique que ça existe. Pourquoi irions-nous mettre des soins de support dans les recommandations? Donc tu vois, tu as toujours cette situation et en contrepartie, tu as des millions de patientes qui témoignent que la mise en place des soins de support, une activité physique adaptée, une reprise en charge nutritionnelle, une reprise en main personnelle de sa santé mentale, finalement, ça apporte des choses. Après, reste la question scientifique, comment est-ce qu'on quantifie le bien-être, comment est-ce qu'on quantifie l'amélioration et comment est-ce qu'on considère que ça devient une norme pour tout le monde. Là, du coup, c'est d'autres questions qui se posent. Quelle typologie d'études cliniques tu peux faire pour prouver ça? Ça va être très... C'est quasiment impossible parce que finalement, il y a une telle variabilité que du coup, tu te retrouves dans quelque chose, pareil que pour les hormones. Du coup, on dira à tout le monde, on fait un régime alimentaire, à tout le monde on fait ci, à tout le monde on fait ça, et on ira des jours, certaines diront... moi, ça marche pas et j'ai toujours mal. Et c'est vrai. Et c'est normal. Et c'est normal. Et probablement que sa pathologie est une forme un peu différente de l'endométriose qu'on ne comprend pas bien, qu'on n'arrive pas pour l'instant à bien analyser. Et quand tu dis traitement hormonal, c'est une pilule classique? Oui, exactement. C'est une pilule. Alors, tu as différentes formes de pilules, sans rentrer dans tous les détails, mais c'est un traitement hormonal comme une contraception, à la particularité que tu ne le prends pas 21 jours en t'arrêtant 7 jours, mais tu le prends en continu sur des périodes longues, pouvant être des dizaines d'années. Et donc, du coup, tu mets là en perspective deux choses. Tu mets l'enjeu de régler la douleur avec une exposition aux hormones qui peut entraîner des effets secondaires et une exposition aux hormones qui va fatalement avoir des conséquences à long terme. Puisqu'une exposition de 10 ans, de 15 ans, de 30 ans d'hormones, je ne crois pas que ça puisse avoir les mêmes conséquences que pas d'exposition aux hormones artificielles, tu vois. Et ça, tu peux nous en parler un peu plus des effets secondaires et des conséquences de cette exposition-là? Ouais, pour moi, c'est ce qui est le plus important en réalité, parce que délivrer une pilule, c'est quelque chose qu'on va dire assez classique. Et gynécologie égale pilule, donc tout le monde a fait le raccourci et ça devrait être assez simple. Après, la question, c'est comment est-ce que tu formalises les symptômes? Comment est-ce que tu expliques à la patiente, comment tu fais adhérer la patiente à la possibilité que son corps peut ne pas adhérer, peut entraîner des bouffées de chaleur, peut entraîner des maux de tête, peut entraîner des douleurs au niveau des seins, peut entraîner une sécheresse au niveau du vagin, peut entraîner une majoration de ses troubles digestifs. Et donc, du coup, tu te dis, en fait, j'ai mis une pilule, j'ai plus de troubles digestifs, j'ai plus de ballonnement. Et donc, du coup, tu arrives à la conclusion, ça veut dire qu'il y a un problème digestif. Pourquoi je ne l'ai pas réglé? Et donc, du coup, voilà comment est-ce que tu reboucles sur la situation. Donc, tous ces effets secondaires-là sont des effets qui sont très impactants dans la vie des gens. Et quelle proportion de personnes traitées avec la pilule ont des effets secondaires? Alors, je prends les études de l'endométriose, faites chez des patientes endométriosiques, avec des publications scientifiques. Les réponses sont que les patientes répondent dans 80%, 70 à 80%. Ça, c'est ce que les études disent. Et dans ça, il y a à peu près 10 à 20% d'effets secondaires. Je te la fais grosso modo. Okay. Ça, voilà. Et après, tu prends les études en vraie vie, en vie réelle, qui généralement sont issues de questionnaires faits sur des patientes qui témoignent. Et ça, sur un questionnaire, tu prends les deux derniers qui ont été faits par les deux principales associations en France, Endomain et Endo-France, sans oublier les autres, évidemment. Elles ont fait des questionnaires et elles ont évalué cette question-là de la réponse au traitement et des effets secondaires. Tu te rends compte que la réponse au traitement, c'est 30 à 40% des patientes, et les effets secondaires, c'est un petit peu plus que 20%. Ok, voilà. C'est marrant que tu ne me demandes pas le chiffre. Ouais, j'attendais, je mettais un petit silence pour que tu me dises. Ouais, c'est 50%. 50% minimum. Okay.
Si tu prends tous les Ouais. petits symptômes d'effets secondaires, tu Mmh. as forcément quelques effets secondaires. Mmh. Ouais. Et après, la question, c'est quel est le niveau de criticité de ces effets de secondaires? Exactement. Et donc j'ai l'impression que le traitement est une approche, très empirique. C'est impossible de savoir en amont par, je sais pas, un séquençage, un prélèvement biologique, ce qui va marcher ou pas marcher. On en rêve. Alors, Mmh. on y travaille. Alors Ouais. évidemment que ta question, c'est: pouvons-nous avoir un test Mmh. compagnon biologique personnalisé Mmh. capable de donner la réponse à un traitement hormonal? C'est la suite du travail que l'on est en train de réaliser sur les tests salivaires. Mmh. C'est-à-dire avoir la capacité de comprendre biologiquement les ARN et les micro-ARN qui sous-tendent les mécanismes de cette pathologie chez cette patiente. Mmh. Parce qu'elle peut avoir une endométriose inflammatoire ou une endométriose auto-immune ou une endométriose par d'autres mécanismes. Et là, se dire: «OK, on a l'habitude d'avoir ce profil-là et ce profil-là, d'habitude, il répond à cette telle forme de pilule». Mmh. C'est la suite logique des choses et évidemment qu'on en rêve tous parce que ça nous permettra de personnaliser l'attribution du traitement et en se disant qu'en donnant un traitement beaucoup plus ciblé, on pourra peut-être minimiser au minimum, la gestion des effets secondaires, tout en maximisant peut-être la réponse au traitement. Et on en est où de cette recherche, C'est philosophique. Ouais, c'est philosophique encore. Ouais. OK. Donc il y aura beaucoup à faire. Il y a C'est toujours beaucoup à faire Ouais. parce que, on l'a évoqué au départ, c'est-à-dire que la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en France, c'est 2022. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est pas 1860, Ouais, c'est c'est très 2022 récent, oui. et quand tu vois le combat qui est mené par ces femmes, par ces associations depuis maintenant presque une quinzaine, une vingtaine d'années, pour les côtoyer au quotidien, je peux te dire que le nombre de choses et de à améliorer au quotidien, est majeur. Mmh. Et quand est-ce qu'on arrive, aux besoins de la chirurgie? D'une procédure, plus Alors mécanique et ça, plus c'est mon métier. ouais. C'est-à-dire que c'est, ce à quoi j'ai été formé à faire, c'est-à-dire soigner les formes d'endométriose qui relèvent d'une intervention chirurgicale et plutôt dans les formes les plus complexes. Ouais. Au dernier moment, en cas d'extrême situation et c'est vraiment les cas les plus rares. Mais comme on est dans une maladie qui touche des Permanente. millions de femmes, Ouais. du coup la rareté devient des milliers de patientes. Mmh. Et donc du coup, en pratique, j'ai envie de te dire qu'il y a des situations qui sont inéluctablement t'amènent au bloc opératoire. Tu as un kyste de 20 centimètres dans le ventre, tu n'as pas d'autre choix. Tu as une forme d'endométriose qui comprime ton rein, tu n'as pas le choix. Tu as une forme d'endométriose qui sténose l'intestin, qui bouche l'intestin, qui est en pré-occlusion, tu n'as pas le choix. Et donc, voilà 3 situations pour lesquelles, en fait, c'est pas discutable. C'est ni moi, ni la patiente, c'est l'endométriose qui l'impose. Là, il y a pas de débat. Après, on peut débattre, le bénéfice, le risque, le lieu de l'intervention, quelle technique on utilise, les avantages, les inconvénients, mais voilà, ça, c'est une marge de discussion. Et après, tu as toutes les situations entre les 2 où tu as une pathologie qui va avoir des conséquences sur, on va dire, la fertilité et la douleur et l'arbitrage qu'on a à faire, c'est de retarder au maximum l'intervention et de n'utiliser l'intervention qu'une seule fois dans la vie des patientes. Et ça, c'est une transition qui s'est faite sur les 10 dernières années. Jusqu'à il y a 10 ans, les patientes étaient multi-opérées. OK. Et on s'est rendu compte que ces multi-interventions avaient des conséquences délétères, sans amélioration significative de la qualité de vie à distance. Donc on a commencé à réintroduire des traitements hormonaux de façon beaucoup plus séquentielle pour essayer de retarder ce moment où nous aurions besoin de la chirurgie. Donc moi, dans ma pratique, je l'utilise dans 2 situations. Quand les patientes souhaitent concevoir et qu'elles n'y arrivent pas et que l'aide médicale à la procréation n'a pas apporté le besoin Mmh. de cette conception. Et le deuxième élément, chez des patientes qui sont clairement, très douloureuses, qui ont essayé tous les médicaments possibles et qui sont désireuses de tenter cette, option chirurgicale, une fois qu'on a pesé la balance bénéfice-risque, évidemment. La chirurgie consiste à enlever les tissus ou Alors il y a il y a quitte il y a oui, plusieurs écoles, ouais. il y a plusieurs régions, il y a plusieurs pays, tu as plusieurs, façons de voir la maladie. Dans ma conception de la maladie, évidemment que et ma conception est héritée de travaux scientifiques que l'on a fait, où on a montré que quand on enlève la maladie, on a de meilleurs résultats que quand on la gratte, quand on la brûle. Mmh. Donc voilà comment est-ce qu'on peut le concevoir. Alors certains diront: «Oui, mais enlever de la maladie, donc enlever des organes à quelqu'un de jeune peut être, parfois délabrant». Mmh. Et c'est là le juste milieu de la réflexion de quand, comment et avec quel risque. Ça ça doit être des débats en effet, très très complexes, mais très importants. C'est hyper important et puis Ouais. tu imagines bien que quand tu es patiente et que tu es douloureuse, évidemment que mon rôle à moi, c'est d'expliquer ce qui va peut-être arriver, donc les complications. Mmh. Mais tu sais pas ce que c'est une complication. Moi, je sais ce que c'est, mais toi, en tant que patient, tu ne le sais pas. Mmh. Donc tu as une espèce de discours un peu abstrait de ton médecin qui va te dire: «Tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça» et toi, tu souffres. Ouais. Et donc tu vois que tu as une espèce de dualité entre ce que tu espères avoir,
ce qu'on te dit, le chemin sinueux, et peut-être que tu auras ce résultat-là à la fin ou pas. Les probabilités, c'est hyper dur à percevoir comme ça. Hyper difficile quand c'est toi, c'est hyper difficile. Donc d'où l'intérêt de la personne de confiance, d'où l'intérêt de discuter des dossiers collégialement, d'où l'intérêt de revoir les patientes à plusieurs reprises pour bien avoir en tête les éventualités. Évidemment que les complications sont rares, on l'a publié, on l'a démontré, mais néanmoins, quand elles arrivent, c'est un vrai moment de scission dans la vie des gens. Il faut être capable de les accompagner, c'est là où il faut bien nuancer les choses. Tu parlais tout à l'heure de cette approche holistique de l'endométriose autour de la santé mentale, de la nutrition, avec les corrélations avec le microbiote dont tu pouvais parler. Quelles sont les choses, et j'imagine que c'est assez personnel, mais est-ce qu'il y a des pratiques, des changements de régime alimentaire, des outils de santé mentale que tu as vus avoir un impact très positif sur tes patientes? Et qu'est-ce que tu leur recommandes Moi, c'est mon quotidien. En réalité, je pense que tu l'as perçu, j'ai une véritable, on va dire, croyance médicale, scientifique sur le rôle des traitements hormonaux. Mais en même temps, j'ai, objectivé que certaines fois, ce n'était pas la solution. Donc il va falloir trouver des alternatives. Tout ce que tu as évoqué là, pour moi, c'est tout ce qui doit être fait au minimum pour accompagner les patientes. Ça devrait être le package de base d'une patiente avec une endométriose. Donc il faut pouvoir expliquer ce que ça représente et pourquoi c'est comme ça. Il faut pouvoir faire toute la pédagogie pour pouvoir sensibiliser la patiente à ça. Et après, il faut convaincre que la mise en place de tout ça a du sens pour elle à long terme. À court terme, ça n'aura pas de sens. Tu ne peux pas imaginer que changer ton régime alimentaire sur 2 jours va changer 10 ans de douleur. Par contre, tu te rends compte que une modification significative de ton mode de vie alimentaire va améliorer un certain nombre de symptômes. Pas tous les symptômes, ceux de la sphère digestive. Et tout ce que tu as évoqué là, en fait, tous ces aspects-là sont balbutiants au moment où on se parle. On a l'impression que c'est de la monnaie courante, que c'est la pratique pour les patientes, mais tu as beaucoup de personnes qui pensent que ça ne sert à rien, que c'est du non-sens, que c'est pas ça qui résout la maladie, et que finalement, en fait, l'endométriose, c'est pas un problème de santé mentale, c'est pas un problème de fertilité, c'est pas voilà. Tu vois, il y a un vaste débat dans la communauté scientifique et même au-delà, parce que finalement, on se rend bien compte que à mon avis et à mon sens, c'est ça qui va avoir, en tout cas dans les prochaines années, le temps qu'on trouve quelque chose de beaucoup plus solide en termes de traitement, c'est l'accumulation de toutes ces pistes-là qui généralement permet d'améliorer un peu les choses. Et après, tu as un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire que tu vas un tout petit peu mieux, et puis tu as l'impression que finalement, ce qu'on t'a dit a du sens. Donc tu enchaînes, et ainsi de suite, et tu te retrouves un petit peu mieux. Et ce un petit peu mieux, tu sais pas si ça va t'emmener nettement mieux ou ça va être juste être un petit peu mieux. Et donc du coup, tu vois, tu as ce moment où il faut réussir à réentamer tout ça. Et ça, c'est pas simple. J'imagine, c'est des parcours qui sont longs, où les cycles de mesure de l'impact des décisions sont parfaits. Ouais. Moi, je reçois des patientes, quand tu es en centre de recours, dans ma situation, tu reçois des patientes qui ont déjà vu avant toi une dizaine de praticiens, voilà, qui ont déjà vu, qui ont déjà tenté 5, 6, 7, 8 traitements, qui ont déjà été opérés 3 fois. Hier, j'ai vu une patiente qui a déjà été opérée 3 fois. Donc quand elle me voit, j'ai le discours de quelqu'un qui intervient après 10 personnes différentes. Donc il faut dire des choses, puis après il faut trouver l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui a été dit avant. Donc il faut démystifier ou remystifier, peu importe. Et puis après, il faut faire adhérer la patiente, donc nouer une relation de confiance avec elle. Et après, il faut la faire adhérer à un projet de soins qui soit personnalisé, où elle a l'impression que finalement, tout ce qu'elle a fait avant n'a pas servi à rien, mais finalement, ça peut éventuellement s'améliorer. Et donc, tu vois, à 42 ans, je vois une patiente qui a été opérée 3 fois, qui a toujours son problème de compression urétérale, et à 42 ans, tu te doutes bien que là, on est sur un problème de la nature vitale. Voilà, c'est le quotidien d'une maladie difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette maladie soit mieux diagnostiquée plus tôt? Est-ce que même si des jeunes femmes arrivaient avec leur douleur, est-ce qu'elles seraient entendues, bien guidées? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société, en tant que formation? Quel message tu veux faire passer aux patientes et à la fois aux professionnels de santé sur l'endométriose? Écoute, les choses, elles sont claires et elles sont même écrites, tu vois. Tu prends l'axe numéro 1 de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, avoir un diagnostic précis, précoce. Donc précis et précoce. Et c'est pour moi indissociable. Précoce, ça veut dire dès les premiers symptômes. Alors évidemment qu'à 12 ans, certains me diront « mais tu es fou, tu vas pas diagnostiquer la maladie à 12 ans ». Non, c'est pas mon sujet. Mais prenons un âge correct, c'est-à-dire celui au moment où tu fais la transition de l'adolescence à l'âge adulte, où tu commences un peu à devenir adulte, 18, 19, 20 ans. Après, la question de la précision, on l'a résolue à travers le test salivaire. Donc c'est un sujet
T'imagines, je connais bien, on a élaboré un test salivaire d'évaluation des micro-ARN dans la salive et donc ça, pour moi, c'est actuellement l'outil le plus précis du diagnostic. Reste à se poser la question de à quel moment on le fait dans le parcours, avant l'IRM, après l'IRM et cetera mais dans ma conception, nous avons maintenant les symptômes qu'on a évoqués, on a le moment où on doit commencer et on a l'outil de précision. Donc la question, c'est faisons-le et voyons un peu quel va être l'impact. C'est tout le rôle de l'étude actuellement faite dans le forfait innovation qui va évaluer l'impact médical du diagnostic précoce chez des patientes. Et du coup, pour détecter, donc il y a les symptômes, sinon c'est IRM? Les ROCO disent Ouais. échographie et ou IRM. OK. Alors, il faut comprendre que l'échographie et l'IRM sont de bons outils diagnostiques. Ils sont de bons outils pour les formes volumineuses de la maladie. Une écho, une IRM voit un kyste d'endométriose. Une écho, une IRM voit une atteinte digestive de l'endométriose. Pas de sujet. Par contre, une échographie et une IRM ne voient pas la forme millimétrique de l'endométriose. Ouais, qui peut, comme tu le disais, générer tout autant de douleur. Et qui a été décrite comme étant la source de plus d'intensité de douleur, notamment chez les très jeunes femmes. Et donc là, on a un problème d'arithmétique. 70% des formes d'endométriose précoce sont millimétriques. Elles ne sont donc pas visibles à l'imagerie. Et ça corrobore pile poil les 7 à 10 ans d'errance diagnostique. Tu commences à avoir mal à 15 ans, ta première imagerie qui montre quelque chose, tu as 25 ans, tu as donc eu 10 ans d'errance, elle est passée de millimètre à centimètre. À quel moment maintenant on réduit cette errance? Et alors après, la question c'est, ok, vous avez diagnostiqué tôt la maladie, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là, c'est le deuxième chapitre. Trouvons des solutions pour réduire la chronicisation, trouvons des solutions pour ralentir la maladie, et ainsi de suite. Et le test salivaire aujourd'hui est disponible, accessible à toutes? Alors, il est accessible dans 150 centres en France, donc il est accessible à toutes les femmes. La possibilité d'y avoir accès est très simple. Vous tapez test salivaire, accès au test salivaire, vous allez avoir le centre proche de chez vous avec les médecins qui le font sans aucune difficulté. Sinon, les associations vont vous relayer tous les endroits où vous allez pouvoir y accéder et à condition d'être éligible voulant dire avoir une bonne indication du test, évidemment. Il ne s'agit pas de le faire à tout le monde, c'est de le faire pour les patientes qui vont en avoir besoin. Et ce test-là, il a quel degré de précision? Combien de faux positifs? On est à 95% de sensibilité et de spécificité. Si je te mets un axe de comparaison, prenant l'échographie et l'IRM, pour la même situation donnée d'endométriose dite complexe, on est aux alentours de entre 50 et 70% de précision diagnostique. OK. Voilà. Donc très, très puissant. Très puissant. C'était combien d'années de recherche pour arriver à ce test salivaire? 5 ans. 5 Mais en fait, en réalité, il y a 10 ans derrière. En réalité, il y a un prix Nobel derrière, c'est-à-dire celui de la description des micro-ARN. Ouais, Le prix Nobel le plus récent là, sur les micro-ARN, c'est des travaux qui ont été faits dans les années 70. Et jusque-là, les ARN ont été totalement négligés, à la différence de l'ADN, qui est finalement le Graal. Et donc, on voit bien que c'est la partie épigénétique qui va prendre du sens dans les prochaines années. C'est fascinant. Merci beaucoup. Je voulais passer un peu de temps aussi sur les cancers féminins. Oui, évidemment, bien sûr. Et est-ce que déjà tu peux nous décrire, et j'espère que ta liste ne va pas être trop longue, mais quelles sont les typologies de cancers féminins qui existent? Quel est leur type de prévalence à chacun, leur type de gravité? Oui, on va commencer par le principal, c'est-à-dire le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est à peu près 50 000 cas par an en France. C'est quelque chose de très significatif. Et donc là, on est dans des cancers du sein qu'on appelle sporadiques, qui interviennent dans la population générale, on va dire entre 50 et 80 ans. Et donc là, c'est tout l'intérêt du dépistage et je pense que personne n'est passé à côté, soit pour sa maman, soit pour sa grand-mère, soit pour soi-même, de cette question fondamentale d'avoir un dépistage très tôt. Donc ça, c'est le cancer du sein à ne jamais négliger. Dans ce cadre-là, vous avez donc là le sein, c'est les seins, et puis après, tu as tout ce qui est le petit bassin. Donc le petit bassin, tu as les cancers de l'ovaire, les cancers de l'utérus, et puis après, ce qu'on appelle les cancers du col de l'utérus qui sont liés aux HPV, qui est un cas très particulier, j'y reviendrai. Donc les cancers de l'ovaire, c'est environ 4000 cas de cancer de l'ovaire par an. Pour l'instant, il n'y a pas de test de dépistage. Donc malheureusement, c'est une maladie qui généralement est diagnostiquée à un stade avancé et qui, comme elle est diagnostiquée à un stade avancé, a des conséquences sur les chances de mortalité un petit peu plus élevées que les autres cancers, à la différence du cancer de l'utérus qui, lui, est un cancer diagnostiqué très précocement. Et pour le coup, dès les premiers saignements à la ménopause, ça doit alerter et ça doit nous conduire à faire un diagnostic qui, eux, pour le coup, ont un bon pronostic. Et puis après, reste le pan majeur qu'on appelle les cancers du col de l'utérus. Et avant le cancer du col de l'utérus, il y a toute la partie prévention, donc toutes les parties dysplasie, les modifications du col qui sont liées à un virus qu'on appelle l'HPV, qui est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on est tous confrontés à l'HPV. Beaucoup d'entre nous vont l'éliminer.
Et ceux qui ne l'éliminent pas, notamment quand il va s'infiltrer au niveau du col, il va entraîner des modifications du col et entraîner des lésions précancéreuses. Et là, c'est tout l'intérêt du frottis cervico-utérin, c'est tout l'intérêt du test HPV qui vont nous servir à dépister très tôt la présence de l'HPV, très tôt les anomalies de l'HPV, et puis les traiter selon les situations et le niveau de gravité. Et ça, c'est un élément fondamental parce que quand on voit un peu les cas de cancer que je viens de te citer là, bah, nous avons un dépistage pour le cancer du sein, un dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Et au-delà du dépistage pour le cancer du col de l'utérus, j'aimerais insister sur toute la partie prévention primaire, vaccination. Ça a du sens. Tu vois. Là, on est sur des niveaux de preuves élevés, avec un recul maintenant de plus de 2 décennies. Vaccination contre L'HPV. le HPV. Ouais. Exactement. Et donc Pas ça, on voit ouais. bien là que là, quand on est une jeune femme, quand on est maman de jeune femme, on voit bien là que là, c'est difficile de ne pas avoir ça à l'esprit. Et je pense que ça t'aura pas échappé que le taux de vaccination contre l'HPV en France, je crois qu'on n'est pas très bon. Bon, pas très bon du tout. Ouais. À quel âge tu conseilles la première vaccination contre Bah, le faut HPV? suivre les recommandations à partir de l'âge de 11 ans et donc du coup, en pratique, très tôt en réalité. Parce que plus tôt tu fais ta vaccination, plus tôt tu développes ton immunité et en fait, tu es pas encore exposé aux HPV et donc du coup, c'est ça qui favorise d'avoir une bonne immunité. Est-ce que tu peux expliquer simplement, parce qu'on parle beaucoup de ce mot cancer qui est assez chargé, mais qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Sachant qu'il y a plusieurs typologies de cancer. mouais, mais on va prendre un cancer qui est, assez simple à comprendre, qui est le cancer de l'utérus. Donc l'utérus, il faut comprendre que c'est l'organe qui est censé accueillir, un enfant, un embryon, puis un bébé. Il est composé de différentes couches et la couche la plus superficielle, l'endomètre, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Cet endomètre, en fait, il est composé de cellules. Tous les mois vont se transformer, desquamer, tomber et donc tu vois que là, tu as une rythmicité dans la transformation cellulaire qui est hyper élevée à l'échelle de l'espèce humaine. Plus que dans la plupart des autres organes. Exactement. Et donc là, tu te retrouves dans une situation à la ménopause où normalement, tu n'es plus censé avoir d'endomètre qui prolifère puisque tu es ménopausée. Donc tes ovaires qui donnent l'information à l'endomètre de proliférer ne fonctionnent plus. Donc tu as pas d'endomètre à quelque chose près, en tout cas il est fin. Et là, tu as des patientes qui vont avoir ce qu'on appelle une hyperplasie, donc une transformation de ces cellules qui vont se multiplier. Et à force de se multiplier, ça s'arrête là. Ça s'appelle simplement une hyperplasie, transformation. En soi, c'est pas un cancer. C'est un pré-cancer, tu le soignes, tu es guéri et tu plus de soucis pour l'avenir. Ça se soigne comment? En enlevant l'utérus. OK. Alors, on parle de la patiente ménopausée. Après, tu as des alternatives chez la femme non ménopausée, parce qu'il y a des cas particuliers quand même. Et puis après, tu as des patientes qui vont avoir ce qu'on appelle une invasion de ces cellules dans le muscle de l'utérus. Et donc, du coup, là, tu vas avoir une perte des repères cellulaires. Et donc, la cellule n'est plus dépendante du reste, elle prend son autonomie. Et quand la cellule prend son autonomie dans un environnement donné, c'est le rôle du micro-environnement. Et c'est là où tu vas avoir de l'invasion, de l'inflammation, des mécanismes immunitaires qui vont venir réparer ou pas. Et quand tu as une perte de contrôle de tous ces mécanismes, bah, tu te retrouves avec un cancer, soit une infiltration de l'organe, une destruction de l'organe. Et quand on est à ce stade-là, bah, les cellules, elles n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et donc, du coup, elles se disséminent. Donc, elles peuvent disséminer vers le col, vers la vessie, disséminer vers l'intestin. Donc ça, c'est une dissémination locale, purement mécanique. Hein. Et puis après, tu as une dissémination par les vaisseaux et les vaisseaux lymphatiques, vers les ganglions et vers le sang. Et là, tu te retrouves avec des métastases ou éventuellement avec des ganglions. Voilà ce que c'est, par exemple, un cancer de l'endomètre. Et tu disais, ça se détecte par des saignements post-ménopause? Exactement. Le signal principal, c'est je suis une femme ménopausée et je saigne. Tu n'es pas censé saigner à la ménopause. Et donc là, tu vois bien que ce petit signe-là est un signe fondamental. Allez consulter tout de suite. Exactement. Et donc, si tu consultes tout de suite, tu es a priori dans une situation où tu diagnostiques un cancer de l'endomètre de stade précoce. Donc, une petite lésion qui est dans l'utérus, qui n'a pas eu le temps de disséminer aux ganglions et aux organes. Et donc, du coup, en enlevant l'organe, tu traites la patiente et tu la guéris à quelque chose près. Évidemment, il y a des subtilités sur les autres traitements associés. Et plus tard, si c'est traité plus tard, c'est des traitements classés du cancer, quoi, un peu? Bah là, tu te retrouves en fonction des situations. Toi, des cancers avec des formes très avancées, avec des métastases, où là, évidemment, tu évoques la chimiothérapie et puis la chirurgie reste pour l'instant secondaire. Et tu as des cancers qui sont locaux régionaux, qui concernent juste l'utérus et la forme autour, où là, tu fais de la chirurgie et tu peux être amené à associer d'autres formes de traitement, la radiothérapie ou de la chimiothérapie selon l'extension. Très intéressant et très important. Est-ce qu'il y a des différences pour ces cancers selon
l'âge, les régions ou les populations? Ouais, évidemment que certains cancers sont plus prévalents dans certains types de patientes. Prenons encore le cancer de l'endomètre, prenons le cancer du sein hormonodépendant, un des plus sporadiques, ce sont des cancers qui sont dits hormonodépendants. Et donc dans l'hormonodépendance, ben, tu as la sédentarité. Dans la sédentarité, ben, tu as le mode de vie. Et donc du coup, l'obésité, les syndromes métaboliques. Et on en revient à ce qu'on disait au départ. C'est-à-dire que finalement, tu te rends compte que tout l'environnement alimentaire, tout l'environnement classique va avoir un impact sur cette nature de cancer. Et puis de plus en plus, il y a des liens qui sont faits entre le micro-environnement, le vrai, les polluants, les pesticides, qui ont des véritables conséquences sur les cancers féminins et sur les autres pathologies de la santé de la femme. Peut-être qu'on peut en toucher un mot, hein. Tu sais, il y a une vraie relation entre l'exposition aux polluants, tous les polluants confondus dans l'eau, dans l'alimentation, dans l'atmosphère, et l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble du fonctionnement hormonal, donc du cerveau jusqu'aux hormones des génitales. Et donc ça peut avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement. Ça va avoir un impact sur la fertilité. Ça peut avoir des conséquences sur la question des cancers. Les choses sont bien démontrées. Ça va avoir des conséquences sur la partie développement prénatal, néonatal. Il y a même des travaux qui démontrent que des modifications épigénétiques liées à des polluants se transmettraient de génération en génération. Donc tu vois que finalement, évidemment, il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de dire que on est au balbutiement de la compréhension de toutes ces choses-là. Mais on comprend bien que l'environnement a un véritable impact majeur sur le développement de ces pathologies. Comment on mesure, les polluants dans son environnement direct? Bah, c'est tout le sujet de ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. Ouais. C'est-à-dire que certains te diront il y a des problèmes méthodologiques dans la mesure des polluants dans l'eau, et d'autres te diront bah, moi, je les ai vraiment mesurés et il y a vraiment des conséquences. Et donc là, tu vois le combat, tu vois, je pense que on le voit bien à peu près comment ça se situe. Donc, tu as pendant 5 ans une étude qui démontre que, et puis 5 ans après, tu as une nouvelle étude qui te dira le contraire. Mais l'intuition, globalement, indépendamment de la qualité des études, c'est que dans les polluants, tu as des pesticides. Et ces pesticides vont avoir un impact sur la santé des femmes. Très clair. Et on parle beaucoup, des aspects, génétiques sur le cancer du sein, par Ouais. exemple. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour chacune de ces typologies de cancer, de quelle est la part génétique environnementale de ce qu'on sait, bien sûr, et des Ouais. hypothèses qu'on a aujourd'hui? La grande majorité des cancers, de toute façon, féminins, sont de nature non génétique. Voilà, comme ça, c'est simple. C'est Ouais. c'est tout le reste et c'est pas la génétique. Le sein, c'est mutation BRCA1, BRCA2 et là, tu es dans une faible proportion, on va dire 20 des cas. Donc évidemment que 20 sur un cancer qui représente 50 000 cas, c'est quelque chose de faramineux, mais en réalité, c'est une toute petite proportion. Pour les cancers du col, il n'y a pas de dimension génétique. Pour les cancers de l'ovaire et pour les cancers de l'utérus, il y a une dimension génétique avec d'autres formes de mutations qui sont plus associées au spectre des cancers, notamment du côlon, qu'on appelle les mutations HNPCC. Et donc, du coup, notamment le syndrome de Lynch, qui est bien connu dans le grand public. Et donc, c'est ces formes de mutations-là. Mais quand tu regardes la proportion des cancers HNPCC dans le cancer de l'endomètre, c'est une proportion qui est microscopique, c'est à peine 10% des cas. Très bien. Et est-ce que tu as des conseils d'actions préventives que tu conseilles aux femmes, par rapport à ces cancers? On a parlé, De toute façon, c'est toujours la même chose. Le point principal, c'est d'avoir un suivi régulier, tout simplement. Donc pour les frottis, c'est assez simple. Alors, il est recommandé un rendez-vous gynécologique une fois l'an pour un suivi tout à fait classique. Et puis après, il y a la réalisation des frottis aux périodes adaptées, les mammographies à partir de 50 ans. Et pour les cancers de l'utérus et de l'ovaire, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'on attend soit le symptôme, soit les gros symptômes, et c'est difficile de prévenir. Mais globalement, le suivi gynécologique est vraiment quelque chose d'important. et est-ce qu'on peut recreuser les HPV? Oui, bien Qu'est-ce que sûr. c'est un HPV? Est-ce qu'on entend ce mot? Qu'est-ce que c'est exactement? HPV. Est-ce que, peut-être que tu es pas de cette génération-là, mais tu as dû regarder, tu sais, l'émission La Vie? Ah bien sûr, Tu vois La Vie? je remets même à mes enfants, C'est vrai? ouais. Bon, bah, écoute, on a passé le même été Ouais. alors. Donc tu vois, dans la vie, tu as des petits virus qui vont attaquer le corps humain. Et puis le petit virus va attaquer le corps humain et puis là, tu as tout le système immunitaire qui va venir, le défendre. Tu vois? Maestro qui dit voilà. Donc en fait, l'HPV, c'est un virus qu'on rencontre tous. C'est une maladie sexuellement transmissible. Donc ce virus est présent lors de notre vie génitale et donc du coup, on y est tous confrontés. Il se trouve que ces virus-là, il y en a plus de 250 ou 300 génotypes différents. Ils ont tous une identité particulière et elle est numérotée. On estime que alors il y a un écosystème des virus selon les continents. Prenons les pays développés comme nous, prenons l'Europe, prenons la France. On dit que l'HPV 16 et le 18 sont les principaux HPV à l'origine des pathologies du col. Et ils sont dits oncogènes. Oncogènes voulant dire que leur présence est à risque de développer une anomalie des cellules
un développement des cellules, puis une infiltration des cellules et un cancer. Et à côté d'eux, tu as d'autres HPV oncogènes que l'on retrouve notamment dans les vaccins, donc le vaccin quadrivalent et non-avalent. Et donc ces HPV-là, on sait qu'ils sont agressifs. Et donc du coup, comme on sait qu'ils sont agressifs, le développement du vaccin contre eux prémunit leur infiltration et leur impact. Et donc ces HPV, on sait qu'ils sont là, on sait qu'on va tous être confrontés, on a des vaccins pour éviter leur prolifération et leur infiltration, c'est QFD. Comment ça se soigne un HPV? Un HPV, ça se soigne pas. Mmh. Voilà, comme ça c'est clair. Donc tu as ce qu'on appelle la clairance naturelle. La clairance naturelle voulant dire que ton corps, naturellement, par son immunité, va l'éliminer. Alors généralement, les personnes qui l'éliminent, elles l'éliminent dans les 2 ans après avoir été exposées à lui, dans 90% des cas. Donc Mmh. tu vois, le corps humain fonctionne finalement pas si mal que ça. Une toute petite proportion va développer ce qu'on appelle des dysplasies. Et donc du coup, en fait, ce virus va s'infiltrer dans une zone de fragilité au niveau du col. Tu as ce qu'on appelle la zone de jonction entre l'exocole et l'endocole. Donc en gros, tu as 2 tissus qui sont, sur le plan histologique différents et entre les 2, tu as une petite frontière et c'est là où le virus va se nicher. En se nichant, il va se développer et en se développant, il va détruire les organes et donc là, tu peux te retrouver soit avec simplement des dysplasies, donc des lésions précancéreuses que l'on traite soit avec du laser, soit en enlevant la portion malade, conisation. Soit tu te retrouves avec des lésions beaucoup plus volumineuses, où là, tu atteins une masse critique, où les cellules finissent par disséminer. Et toute la difficulté, c'est d'arriver au stade de la dysplasie, avant que la cellule a disséminé, avant que la lésion ne devienne lésion. Et là, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Et c'est là où ça a du sens d'avoir le suivi très régulier. Est-ce que ça peut être détecté par un rendez-vous gynécologique? C'est détecté à l'aide de ton frottis, ça Ouais. peut être détecté à l'aide de ton test HPV, ça peut détecter plus précisément en faisant des biopsies à cet endroit-là. Ouais. Et donc, en fait, c'est toute la logique de dépistage avec toute la cascade des examens qui permet d'identifier ces lésions précancéreuses et parfois des lésions cancéreuses associées. Excellent. Et qu'est-ce que tu penses des nouveaux tests HPV à domicile qui ont été développés? De toute façon, la logique, c'est de pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à ces tests. Ouais. On comprend bien que parfois le vécu, le rendez-vous, le fait d'aller chez le gynécologue puisse être perçu avec beaucoup de complexité et je ne dis pas le contraire. Donc du coup, avoir des tests à la maison, s'ils sont bien faits et qu'on a des bons critères pour évaluer la qualité des prélèvements, la réponse est évidemment allons-y. Et tout ce qui sort sur l'évaluation ou l'autotest est de nature à nous rassurer tous. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'y oppose fondamentalement. Comment tu accompagnes au mieux les femmes qui sont confrontées à un cancer ou à... Voilà, commençons par un cancer. Quel est... Alors, Ou un diagnostic difficile, mais... prenons la situation la plus difficile, Mmh. celle d'une patiente qui a fait un examen, une échographie, et qui a visualisation d'une lésion endo-utérine intracavitaire ou visualisation d'une masse ovarienne. Donc en gros, j'ai une boule dans l'utérus et j'ai une masse dans l'ovaire. Donc jusqu'à ChatGPT, la patiente venait te voir avec cet examen-là et te disait mon radiologue m'a dit que c'est très grave, il fallait que je vienne vous voir, je vous vois. Donc là, tu as évidemment une présomption diagnostique qui est très élevée. Donc voilà. Tu dois faire des examens de preuve de ça. Donc les preuves, c'est histologique, jusqu'à preuve du contraire. Donc tu dois expliquer à la patiente que c'est une présomption, qu'elle est élevée, que l'on va faire des examens, et la rassurer sur le fait que en faisant ces examens-là, on va avoir une certitude et que cette certitude nous permettra de définir un plan personnalisé de soins. Sachant qu'elle, quand elle rentre dans ton bureau, elle sait qu'elle a probablement une maladie grave et que tout ce qui compte pour elle, c'est que top chrono. Mmh. Et donc, du coup, il faut réussir à comprimer au maximum ce point-là. Sans oublier les conséquences que ça peut avoir sur l'annonce. L'annonce, c'est quelque chose de très important. Donc là, tu n'as pas d'annonce de cancer, proprement parler. Mais tu prépares les gens au fait que tu vas avoir peut-être une anomalie et que du coup, quand tu auras les résultats, 10 à 12 jours après, tu vas là annoncer le cancer. Mmh. Et donc là, c'est toujours important d'annoncer les choses avec la patiente, sa personne de confiance, et de se projeter toujours dans tout ce qui est positif. Toujours, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand est-ce qu'on va le faire? Avec quelles conséquences? Et ça, c'est important, de pouvoir toujours offrir des perspectives. Et il y a toujours des perspectives. Se mettre dans l'action. Toujours. En tout cas, c'est ma façon d'appréhender les choses. D'autres te diront que il y a d'autres 1000 façons d'aborder la question de l'annonce diagnostique. Il y a même des théories sur le sujet. Il y a même des rapports de la Haute Autorité de Santé sur l'annonce de diagnostic. Mais je dirais que moi, je suis plutôt quelqu'un d'action, un homme d'action. Donc, je préfère me projeter sur qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qu'on va faire très vite et où est-ce qu'on va trouver les solutions. C'est ça qui compte fondamentalement pour les gens. Quelles sont les innovations, à la fois outils, technologiques ou biologiques, qui vont être les plus prometteurs selon toi, ou qui sont les plus prometteurs en ce moment pour la santé des femmes?
Pour moi, il y a 2 aspects. Il y a évidemment le séquençage de haute génération, c'est-à-dire, la capacité d'avoir des machines, pour lesquelles tu vas pouvoir mettre des tissus, des prélèvements sanguins, biologiques, peu importe, des larmes, de la salive, Mmh. des urines et qui vont être capables d'aller te détecter tout. Mmh. Tout voulant dire être capable d'avoir une vision très biologique, mais très pas holistique, mais global. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle le phénome. Le phénome, c'est être capable d'avoir, des ARN, de l'ADN, du microbiote, tu vois? Séquencer tout ça et donc ça peut être fait que si tu es capable de le faire à large échelle, Mmh. sur tous les tissus, sur tous les prélèvements et sur tous les profils. On en est très, très C'est loin. très long. Mais ce séquençage-là, tel qu'il est maintenant, il est faisable et il peut se faire. Et donc tu comprends bien que si tu considères qu'un individu, sur le plan biologique, est la superposition de toutes ces situations, du transcriptome, du génome, du phénome, des protéines et cetera, tu comprends bien que la partie biologique, bah, en fait, on n'a encore rien fait. Et donc pour moi, je sais même pas si, à la fin de ma carrière, on aura été capable, pour cette maladie-là ou pour ces maladies-là, d'aller séquencer tout ça et d'avoir des informations sur tout. Parce que le jour où on prendra toutes ces infos, qu'on les comprimera, on aura une idée claire de ce qui se passe réellement. Premier élément. Et le deuxième élément, c'est évidemment l'intelligence artificielle qui, va apporter franchement une aide très significative dans plein d'aspects. Dans l'aspect diagnostic biologique, on l'a évoqué à travers le test salivaire, dans l'aspect en radiologie également, c'est quelque chose qui est assez significatif. Dans le quotidien des médecins, c'est déjà dans ma pratique quotidienne un outil, très utile et donc ces éléments d'accompagnement-là vont être à mon avis très impactants. Et les 2 sont connectés, parce que pour traiter beaucoup de data, il va falloir, avoir des très bons Et modèles. surtout pour traiter beaucoup de data sans a priori. Ouais, exactement. Ouais, ça c'est le plus Ouais. difficile, Et c'est des biais historiques assez évidemment, évidemment, il faut être capable de se Mmh. détacher, et c'est là où à mon avis, ou en tout cas c'est là où j'attends l'IA, c'est-à-dire d'être capable évidemment, elle se nourrit de ce qu'on lui a donné, donc elle apprend de ça, donc on verra dans quelle mesure elle sera capable de se détacher de ça et d'inventer ses propres théories, ou en tout cas de nous aider à comprendre des choses, voilà, plus clairement. On voit, il y a eu quelques exemples récemment de nouvelles preuves mathématiques donc sur lesquelles les modèles n'avaient pas été entraînés donc OK, il y a de la créativité en IA. tant mieux. Qu'est-ce que tu vois aussi sur, comme avancée nécessaire sur la prise en charge des patientes? C'est l'humain, Mmh. c'est-à-dire être capable de comprendre quelles sont leurs problématiques et donc comprendre leurs problématiques, c'est une vision un peu globale, c'est-à-dire être capable d'être, avec elles, face à face et de comprendre quel est leur problème local. Mais tu comprends bien qu'une fois qu'elles sortent de la consultation, il y a un problème de financement, il y a un problème d'accompagnement, il y a un problème de suivi. Après, il y a un problème de coaching Mmh. parce que du coup, en fait, il faudrait avoir quelqu'un qui soit capable, quasiment un concierge personnel, tu vois? Mmh. Ou un agent IA ou quelque chose qui puisse te motiver et te dire: «Bah, voilà, les choses sont faites ainsi». Et ces temps de consultation, en fait, bien qu'ils soient brefs ou non brefs, en fait, ils s'intègrent dans une vie très globale et c'est là où, à mon avis, on a besoin d'accompagner les patientes. Mmh. À la fois à coordonner le soin, à comprendre cette approche holistique, à les aider à prendre des décisions, à stocker Bien l'information. sûr. On va travailler là-dessus avec Alan pour faire en sorte que J'espère bien. ces outils Et les aider au financement, ça, c'est aussi ouais. un élément qui est très important, tu vois? Mmh. Prenons par exemple, les pathologies comme l'endométriose. Tu comprends bien que tous les soins de support qu'on a évoqués, leur limite principale, c'est le coût. C'est comment est-ce qu'on finance ça? Et j'imagine bien que, et on peut le comprendre intuitivement. Alors tu me diras: «Mais est-ce que tu as des preuves de ça?» Mais imagine-toi que si dans une situation, tu es capable d'accompagner la patiente sur tous ces aspects-là, de façon très accompagnée, clairement, tu vas réduire les dépenses de la patiente et pour la Mmh. société, à terme, c'est une évidence. Mmh. Alors est-ce que c'est à 20 ans ou à 30 ans? Je ne sais pas, je pense que c'est bien avant. Mmh. Mais on le voit à l'échelle d'un suivi annuel que ces impacts, ils sont significatifs Ouais. et dans la productivité, j'en parle même pas. Ouais, pour l'entreprise, Bien si sûr, tu as une vision globale sur l'absentéisme et cetera, tu peux réfléchir à c'est ça. mmh Mais c'est difficile de l'avoir quand tu es, enfin, mon rôle, c'est évidemment les patientes me sollicitent pour rédiger des certificats médicaux pour essayer d'adapter le temps de travail. Mmh. Mais pas l'adapter au sens de elles ne veulent pas travailler. Mmh. C'est au sens de les patientes souhaitent travailler, souhaitent rester dans le milieu du travail. Au sens de écoutez-moi, comprenez-moi, trouvez-moi juste des possibilités de travailler différemment. Mmh. Et ça, on en est très très loin. Ouais. Des sujets qui autour de la flexibilité du travail qui sont vraiment très intéressants. Hem, Rapidement pour finir sur les innovations, mais on parlait juste avant de robotique pour, les opérations. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé et à quoi ça ressemble? Pour moi, la robotique s'associe à un élément, un mot, c'est la question de la précision. Voilà. Et or, dans la chirurgie, bah, tout le monde comprend bien que
Quand tu dis à quelqu'un: «Je suis chirurgien», bah, tu dis: «Ah, tu dois être vraiment, très précis». Bah, la réponse c'est oui, très précis, ouais. Ça se joue à quelques millimètres, mais des vrais millimètres, tu Mmh. vois? C'est pas des millimètres, tu as frotté ta voiture, sur le trottoir, tu as une rayure. Là, si tu es pas au bon millimètre, bah, du coup, tu as frotté l'urtère et tu as un trou, voilà, et ça a des conséquences. Donc, pour moi, c'est la question de la précision et la question de la dextérité. Mmh. C'est-à-dire que, tu es réellement augmenté dans tes compétences, chirurgicales par tes degrés de liberté, par ta vision, par ta précision, et donc ça, évidemment que toi tu le perçois comme étant, quelque chose de très agréable, évidemment, mais dans les faits, c'est-à-dire dans la façon dont les suites se passent, dans la Mmh. façon dont les patients te récupèrent, ça a des vrais éléments. Alors tu me diras: «Mais tu as des preuves scientifiques de ça?» Elles sont en train d'être faites et peut-être qu'on n'en aura jamais. On verra bien quels sont les principaux comparateurs, mais disons que voilà pour moi où est-ce que ça va nous aider. Et puis un jour, on sera véritablement assisté puisqu'un jour on aura la capacité d'agréger, la précision, Mmh. la dextérité, la finesse des gestes avec l'imagerie préopératoire, Mmh. avec des zones qui seront, finalement comme la conduite, contrôlée, tu vois? Mmh. Et on sera capable de ne pas aller faire de trous dans la veine cave ou de choses qui sont un petit peu plus inquiétantes. Donc on voit bien que les choses, évoluent et évoluent plutôt favorablement pour mon métier. C'est fascinant. Quels, conseils finaux tu donnerais sur la compréhension de ce parcours de soins, des femmes et de la santé féminine, de la jeunesse jusqu'à aux âges plus avancés? C'est quoi le parcours de soins idéal et quels sont les conseils que tu donnes? Pour moi, c'est elles de le construire. C'est vraiment d'être en toute autonomie dans leur parcours de soins. Mmh. Je les invite vraiment à être capables de construire, à évidemment de se renseigner, s'informer, lire, comprendre ce qu'elles ont, de toujours remettre en question, les choses qui leur paraissent, contradictoires par rapport à ce qu'elles vivent, et après en toute autonomie être capable d'aller chercher, la bonne personne qui ou le bon interlocuteur, Mmh. et à mon avis, c'est la bonne façon de voir les choses. Alors certains me diront: «Oui, mais en fait, tu es en train de chanter les filières de soins». Alors je dirais, tout en étant autonome, de rentrer dans le cadre des filières de Ouais, soins du parcours de et soins coordonnées, ce coordonnés. qui est la bonne façon de voir les choses aussi. Mmh. Mais tu vois bien, en fait, la difficulté que l'on a au quotidien, c'est véritablement d'avoir une problématique, une question, un sujet, et de pouvoir y répondre en tant que système de soins, à l'échelle individuelle. Et ça, c'est difficile. Ouais, et c'est horrible pour les patients de naviguer un système extrêmement complexe. Donc, Mmh. c'est pour ça que l'autonomie, vraiment prendre en main leur Mmh. situation, c'est pour moi la meilleure façon d'aller chercher, l'information ou, la personne qui va pouvoir vous aider pour cette problématique-là. Mmh. Il y a des choses passionnantes à construire, comme outil pour accompagner cette autonomie et ce Bah, parcours de juste soins. poser la question, Mmh. qu'attendez-vous, de votre Mmh. situation, et de trouver la carte qui match quoi, tu vois? Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur notre discussion? La question Non, que j'ai oublié de te poser. non, mais c'est très agréable. En tout cas, professeur Benjifala, cher Sofiane, c'était extraordinaire d'échanger avec toi. Je trouve que tu as su combiner, avec beaucoup de finesse, à la fois de la technicité et de l'humain, ce qui nous a éclairé sur, des problèmes qui touchent, un très grand nombre de femmes et on a parlé des prévalences qui sont sûrement sous-estimées de Largement. manière assez considérable. J'espère que ça donnera à la fois pour les femmes qui nous écoutent, une compréhension d'elles-mêmes, de comment agir s'il faut agir, de comment réagir par rapport aux douleurs, de mieux comprendre leur parcours de soins, de mieux comprendre où en est la médecine et la science sur le sujet et quelle est cette vision optimiste et du futur qu'on peut avoir et comment agir dès maintenant, comment réfléchir et faire face au cancer, mieux les comprendre, la santé féminine. Donc merci pour ton engagement, merci pour ces messages que tu portes, merci pour l'intelligence avec laquelle tu les présentes. Si ce podcast vous a intéressé, inscrivez-vous pour avoir les prochains, mais surtout partagez-le autour de vous, commentez, agissez. C'est le plus important. Avec ce podcast Healthier Humanity, on veut inspirer, aider à construire, aider à changer des parcours de vie. Et si on arrive à le faire, ben on sera très heureux parce qu'une vie plus saine, c'est une vie de liberté. On peut, comme tu disais, cette endométriose ou ces maladies de la santé de la femme, elles peuvent supprimer des libertés de travail, des libertés de procréation. Et on pense que la santé, la prévention, l'accès aux soins, le bien-être, c'est pour redonner la liberté et du contrôle sur sa vie. Donc, c'est notre objectif et merci d'avoir porté ces messages. Merci à toi. Merci.